Donc on écoute le témoignage d'Edith sur les violences éducatives ordinaires, et puis on se retrouve tout de suite après pour un petit commentaire. À tout de suite. En compagnie de Jean-Charles Bouchou, psychothérapeute, auteur de ce livre « Les violences invisibles » aux éditions Le Courrier du Livre. Et sachez que Jean-Charles Bouchou peut également consulter par téléphone, par Zoom, si vous aimez son franc-parler. N'hésitez pas, si vous n'avez pas peur. Pas peur d'être un peu secoué, mais au moins vous deviendrez sujet un peu plus vite. Bonjour Edith. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Edith. Jean-Charles Bouchou qui est avec nous. Alors, vous avez vécu de nombreuses violences qui sont devenues visibles après coup ? Eh bien, écoutez, je crois que, en fait, je suis pas un cas particulier. Évidemment, moi, j'en ai vécu, mais je pense qu'en fait, on est tous logés à la même enseigne. Les violences invisibles, dans l'éducation, on les appelle les violences éducatives ordinaires, mais on peut parler aussi dans le monde des adultes de violences ordinaires. La violence ordinaire, c'est celle que on dit qu'elle est invisible parce que finalement, c'est pas une violence qui crie. Ce n'est pas une violence qui frappe, c'est une violence qu'on peut vivre dans tout notre quotidien simplement parce qu'on se prend une petite pique au boulot, que dans notre couple, on rabaisse l'autre parce que tout d'un coup, soi-même, on s'est senti attaqué. C'est ce genre de choses qui, effectivement, ça fait, vous savez, c'est comme une piqûre. C'est pas la grosse coupure au scalpel, mais c'est juste l'équivalent d'une petite piqûre. Mais ça, on le vit tous au quotidien et finalement, en termes de stress, c'est aussi à la longue, c'est aussi important en termes de stress qu'un grand stress traumatique face à un événement horrible comme un viol ou ce genre de choses qui est une violence patente et avérée. Mais ça, on le vit tous. On le vit tous et je crois qu'on le vit tous et on s'en rend pas compte. C'est un petit peu, tous les jours. Alors, effectivement, j'en ai été victime, mais comme 100% des gens. Oui, mais Edith, je suis d'accord avec vous. On vit tout le temps au quotidien ces petites violences, mais il y a quand même des personnes qui savent se ressourcer, si je puis dire, et évacuer et avoir quand même une capacité à ce que ça rentre et ça ressorte d'eux. Et puis des personnes qui sont des véritables éponges qui prennent tout et qui ne savent pas faire un nettoyage. Donc c'est important quand même de signaler que si on est vraiment sujet, on sait quand même prendre soin de soi et, me semble-t-il, se nettoyer, si je puis dire, de toutes ces petites choses du quotidien. Ouais, c'est important de prendre soin, de trouver la méthode qui nous convient. Et alors après, c'est chacun trouve sa méthode. Ça peut être le yoga, la méditation, des tas de choses. Mais à un moment donné, nature, quand vous dites mon conjoint peut me rabaisser à un moment donné, c'est une petite pique. Je suis pas sûr que ce soit très normal, ça. Moi, je reconnais. Je sais pas, un conjoint n'a pas à nous rabaisser, jamais. Mais n'empêche que... Ça peut arriver sans qu'il fasse exprès, je suis assez d'accord avec Edith. Ouais. Bon, alors le mot rabaisser je sais pas, me paraît fort. Oui, parce que ça peut être une dévalorisation toute bénigne. Ouais, c'est ça. Mais enfin, qu'est-ce que t'as foutu ? Tu savais bien que c'était pas ça qu'il fallait faire dans cette situation. Oui, ou t'as encore oublié, je sais pas quoi. Enfin, c'est sens. Non. Encore, t'as oublié les clés. Oui, voilà, moi je suis d'accord avec vous, Edith. Je pense que dans le couple, malheureusement, mais parce que l'humain est comme ça, on est sans cesse en train de dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Alors de temps en temps, si on s'en rend compte, c'est bien de s'excuser. Oui. Mais pour qu'on s'en rende compte, le mieux c'est quand même de le dire à l'autre, lui dire absolument. Tu vois là, tu viens de me faire une réflexion et ça me blesse. Moi j'aime beaucoup la communication non violente. C'est-à-dire, on dit pas à l'autre, tu as encore oublié tes clés, mais dire, je suis inquiet de voir que les clés se perdent si facilement. Je sais pas. Commencer les phrases par je, quoi. Ouais, et moi je suis pas une psy, mais je suis éducatrice spécialisée et je fais du soutien à la parentalité. Et donc moi je reçois beaucoup de parents qui me confient leurs histoires familiales. Et quand j'ai les histoires familiales à l'écoute, je me rends compte que bien souvent, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que dans la façon, dans la posture et dans la communication que l'on a envers nos enfants, ou aussi dans notre couple, puisque j'entends aussi ce genre de choses, ça vient avec la vie familiale. Et ben, on voit que parfois, il suffit effectivement juste de switcher, comme vous le disiez, monsieur. On passe en mode jeu, on passe en mode qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'avais besoin.
on parle de son émotion, Oui. et puis finalement, l'autre, il ne se sent pas attaqué. Et comme Oui. il ne se sent pas attaqué, une communication peut s'installer. Voilà. Parce qu'en fait, finalement, c'est pas notre, comment dire, le langage de l'empathie n'est pas notre langage quotidien, naturel. J'aurais même envie de vous dire que ce n'est pas notre langue maternelle. Finalement, on ne baigne pas dans un langage empathique et non violent. C'est pas ça qui a cours dans notre société. Mais bien sûr, de manière générale. évidemment. Donc, quand on apprend à faire ça, et c'est un apprentissage, moi, pour le pratiquer, ça demande quand même un petit peu de. Mais vous savez, Edith, le mot empathie est un mot très récent dans Oui. la langue française. Hein. Donc on vient de très 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 loin. Hein. Vous savez, à l'époque des cavernes, l'empathie, elle avait pas sa place. Hein. Et là, je me rends compte qu'à un moment donné, nous aussi, de notre côté, on peut devenir paradoxaux. Parce que le discours qu'on a, c'est à un moment donné, il faut dire les choses. Et puis un petit peu plus loin, on dit, mais qu'est-ce que c'est difficile parfois d'entendre les choses. Donc ouais, dire les choses, ça peut être aussi une petite violence, mais ça peut être parfois une petite violence nécessaire. La violence en soi, ou l'agressivité, n'est pas forcément une mauvaise chose. Si je veux poser une limite à l'autre, lui dire, stop, là, je veux pas que tu ailles jusqu'à là. Il y a quelque chose, effectivement, qui peut être vécu de l'ordre de la violence par l'autre. Donc, dire les choses, mais effectivement dans le respect de l'autre en tant que sujet. Dire ses propres limites, voilà. Tu perds tes clés, c'est ton problème, tu te débrouilles pour les retrouver. La forme est... Mais alors, moi, je veux pas que... de forme et de fond, hein. Les deux, je veux dire, la forme que l'on pour dire les choses à l'autre... Oui. Est tout aussi importante que finalement le fond du message que l'on a à passer. Ouais. Et quand on communique comme ça entre nous, mais c'est là, quand on travaille un petit peu ça, qu'on se rend compte que finalement, la violence, au quotidien, nous l'expérimentons tous. Oui, c'est ça qui la rend invisible. Et vous faites un travail formidable, parce que finalement, vous aidez des personnes autour de vous à prendre conscience de la violence qu'elles subissent, alors qu'elles ne s'en rendent pas compte. Hein. C'est bien ça. Oui. Et alors, ce qui est formidable, c'est que quand on accompagne, comme moi, des parents à se repositionner vis-à-vis de leurs enfants, parce que les relations se crispent et se cristallisent autour de plein de choses différentes, on voit qu'en déverrouillant certains petits trucs, c'est pas des choses énormes. Alors bien sûr, il y a des problèmes énormes, oui. C'est intéressant, Edith, ce que vous dites. Je vous propose une petite pause. Pendant ce temps, vous nous cherchez un exemple bien concret que vous allez pouvoir donner à ceux qui nous écoutent, et ça les aidera à comprendre ce que vous faites, et peut-être que ça les aidera aussi à comprendre que, en tant que parents, ils sont parfois un peu violents avec leurs enfants. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après. Eh bien, Jean-Charles Bouchou, nous allons reprendre le dialogue avec Edith qui est avec nous et qui essaye donc de faire comprendre notamment aux parents qui peuvent parfois être sujets de violences invisibles, et donc nécessaire de leur faire prendre conscience de ça. Vous avez trouvé un exemple concret que vous pouvez dont vous pouvez faire profiter ceux qui nous écoutent, Edith ? Tout à fait. Alors, je vous raconte la petite histoire d'une dame qui vient me trouver pour différents problèmes éducatifs qu'elle rencontre avec son petit garçon de 8 ans. Mmh. Et entre autres, elle me raconte une anecdote où elle comprend absolument pas la réaction de son fils. Son fils vient la voir et il s'était fait une petite entaille au doigt, rien de bien grave, effectivement. Et sauf que ce petit garçon, il hurlait, et la mère, qui avait eu une journée difficile, ne trouve rien de mieux que de lui dire: mais c'est pas grave, viens, ce n'est rien ça, mais on va lui passer de l'eau dessus, tu verras, tout rentrera dans l'ordre. Et le petit garçon est parti dans une crise de colère incroyable, et sa mère qui me dit: mais je ne comprends pas, il prend tout mal. Et donc, tout mon travail a été d'amener cette dame à comprendre que dire à son petit garçon que ce n'était pas grave, ce n'était pas se mettre au diapason de ses sentiments. De son ressenti. Voilà, ce petit garçon, ce petit garçon, il s'était visiblement coupé, il saignait un petit peu et ça l'impressionnait vachement. Il avait peut-être eu peur du sang ou que sais-je, et il avait sûrement envie d'être compris. Oui. Et sa maman, elle, lui a apporté une réponse raisonnable, comme on peut tous en avoir, qui mettait un petit peu à distance ses sentiments en lui disant... Pour lui, c'était beaucoup, et il y a sa mère qui lui envoie « c'est rien ». C'est ça. Voilà. Donc je ne t'entends pas.
Donc, je ne t'entends pas. Face à ça, vous avez un petit garçon qui hurle et une maman qui comprend encore moins. Oui, parce que la colère est souvent due à un sentiment d'injustice. Oui. Donc, il s'est mis en colère puisqu'il était injustement incompris. Parce qu'on peut lui dire aussi, c'est pas grave, hein, mais avant, lui dire, je t'ai entendu, montre-moi ce qui t'est arrivé. Ah, ça te fait mal, ça te donne envie de pleurer, d'accord. Écoute, j'ai l'impression que ce n'est pas grave, nous allons le soigner. Ouais. Donc là, l'enfant est pris, et il a été entendu, parce que j'ai le droit aussi de dire que c'est pas grave si c'est pas grave. Vous voyez, je peux relativiser parce que, aussi. Objectivement, ce n'est pas grave. Mais voilà. Quand on se sent reconnu dans nos sentiments, dans nos émotions, entendu. Alors c'est plus facile ensuite de pouvoir entendre l'autre. En fait, le chemin se fait dans ce sens-là. C'est que, et c'est le chemin de la communication non violente. C'est que d'abord, quand quelqu'un nous parle, on va d'abord lui apporter cette dose d'empathie qui fait que l'autre va se sentir compris. Et ensuite, dans un second temps, on pourra lui dire ce que nous on en pense. Mais il pourra nous entendre que quand nous, on l'aura entendu. Ben, on l'aura reçu. Et donc, comme il a été reçu, eh bien, il se sera déjà un peu apaisé. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Il faut recevoir sa dose d'empathie pour pouvoir ensuite calmer le cerveau émotionnel et faire en sorte que le cerveau du raisonnement reprenne un peu le contrôle de la situation. Et elle a compris, cette maman ? Oui. Fort heureusement pour eux deux, elle a compris. C'est tout le travail d'arriver à les amener effectivement. Et vous voyez là, elle se vivait pas du tout comme violente, cette dame. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Elle voulait aider son fils. Sauf que le chemin par lequel elle s'y était prise, c'était un chemin contre-productif. Voilà. Et tout le travail est de pouvoir amener à comprendre que effectivement, on peut. Mais vous savez, c'est l'exemple du parent. Il y a l'enfant qui traverse une rue sans faire attention, et le parent qui se met à gueuler sur l'enfant parce qu'il a eu peur que son enfant se fasse renverser. Et c'est pareil, c'est contre-productif parce que l'enfant, il a pas réalisé le danger et il se fait houspiller par ses parents, et ça crée quelque chose qui est tout à fait contre-productif. Mais c'est pas facile d'être parent. Tout à fait. Apportons de l'empathie aux parents. Apportons de l'empathie aux parents aussi. C'est un des métiers les plus complexes et les plus quotidiens, parce qu'on y est encore plus qu'au travail avec nos enfants. Et ça dure longtemps. Très longtemps. Et toujours, on est toujours le parent de son enfant, quoi qu'il arrive, de toute façon. Voilà. Merci Edith. Merci beaucoup de ce conseil et de cet exemple très précis que, évidemment, tout le monde aura compris. Merci. J'ai l'impression que dans cette vidéo, tout est dit. Je voudrais simplement revenir sur la notion de stress post-traumatique et puis ensuite sur le fait de relativiser. C'est deux points que j'ai envie de discuter avec vous. Qu'est-ce que le stress post-traumatique ? C'est une violence que l'on a subie, dont on est porteur, mais qui est tellement importante qu'on n'est plus capable de la nommer, de la dire, de l'évacuer. Alors, elle va ressortir sous forme de stress post-traumatique. Ça peut être des cauchemars, ça peut être des sursauts inexplicables. Eh bien, très étonnamment, on retrouve donc ces symptômes chez des personnes qui ont vécu des choses très graves, attentats, tremblements de terre, etc. Et aussi chez les personnes qui sont confrontées à des gens qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Moi, j'avais l'histoire de ce jeune homme qui me racontait qu'il était avec une jeune femme qui lui faisait subir sans cesse des reproches, des critiques, des cris, des scènes, etc. Et il était arrivé à un moment donné à un tel point que un jour, il va chercher son enfant, il l'attend dans la voiture, le gosse ouvre la porte, le seul fait qu'il ouvre la porte, le monsieur avait fait un énorme sursaut. Ça, c'est des états qui sont anormaux. On le comprend. Donc c'est typiquement un stress post-traumatique. Donc les victimes de pervers narcissiques présentent les mêmes symptômes que les victimes de guerre, d'attentats ou de catastrophes naturelles. Ensuite, je voulais revenir sur la notion de relativité. Ce que dit la dame est très intéressant. On l'a vu, ça se joue à pas grand-chose. Dire à quelqu'un « c'est rien », c'est lui dire tu n'as rien, donc tu mens. Donc on ne peut pas entendre ta parole, vous voyez. Dire à quelqu'un « c'est rien », c'est nier sa parole. Lui dire « oui, je vois, oui, j'entends », comme je le proposais au cours de l'émission, mais ensuite relativiser, dire « mais tu sais, ça n'est peut-être pas si grave », ça c'est intéressant. Et en fait, même dans tous les cas, on doit pouvoir relativiser. Si on a affaire à un public, par exemple, qui a subi, comme le monsieur de tout à l'heure, donc du stress post-traumatique au point de présenter des symptômes importants,
On peut relativiser, mais il y a une méthode pour y arriver. Dire peut-être que ce qui se passe chez vous n'est pas si grave. Et peut-être est-ce que ça fait écho avec une situation de l'enfance, ça réactualise, et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler en psychanalyse, des scènes de l'enfance. Très souvent, quand quelqu'un vous raconte quelque chose qu'il est en train de vivre, au travail, à la maison, ou en famille, on s'aperçoit que ce sont en fait des scènes de l'enfance qui demandent à se dire, qui, une fois qu'elles se seront dites, permettront dans l'actuel de relativiser. Et une méthode, évidemment la psychanalyse, celle que j'utilise, mais il en existe une autre, celle que je propose en ce moment, les ateliers d'écriture. Pendant les ateliers d'écriture, bien évidemment, on dit ce que l'on a vécu et les personnes nous entendent le dire. Donc ça, c'est important, ça permet de poser les choses. Donc vous êtes à ce moment-là sujet. En plus, vous êtes un sujet qui s'inscrit dans l'expression, la créativité, donc dans une pulsion de vie. Et c'est ça, je le dis assez souvent, et je le redirai encore, comment mettre un pervers échec et mat, c'est se tourner vers la vie, se tourner vers une pulsion de vie, et la création, la créativité sont des pulsions de vie. À partir de là, une fois que les choses sont posées, on peut relativiser, dire, bon, après tout, il y a une jeune femme qui crie à la maison, et alors, en quoi c'est tellement traumatisant ? Vous voyez, là on peut relativiser et puis prendre des décisions. Elles sont toujours beaucoup plus faciles à prendre, les décisions, quand on les a posées sur le papier. Voilà, c'était les 2 points que j'avais envie de travailler avec vous. La notion de stress post-traumatique qui étonnamment habite les personnes qui subissent des violences, comme dit la dame, des violences ordinaires. C'est-à-dire que je pense que le burn-out dont souffrent tant de gens, c'est le résultat d'un stress post-traumatique qui est devenu à un moment donné trop important, de ces violences invisibles que l'on nous inflige ou que l'on s'inflige soi-même, parce que ça existe aussi, qui font qu'à un moment donné, on n'en peut plus, on craque, et c'est pour ça que on tombe dans ce qu'on appelle le burn-out, qui est très très à propos en ce moment. On en parlait vraiment beaucoup, surtout dans les entreprises. Voilà les 2 thèmes que j'avais envie de discuter avec vous. Donc si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer une petite cloche pour être tenu au courant. Mettez des likes aussi, il paraît que c'est très important. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.